C'est le journal, vous êtes sur I24, nous sommes le dimanche 31 janvier à la une de l'actualité. Israël ne décolère pas, Laurent Fabius veut une conférence de paix mais menace de reconnaître l'État palestinien en cas d'échec. Alors qui a raison, qui a tort? C'est le dossier de cette édition Décryptage dans un instant. La polémique du jour en France, elle est signée Éric Woerth. Les attaques menées par Mohamed Merah ne constituent pas un attentat, mais le crime d'un furieux. Fin de citation. Conséquence, levée de bois vert pour cet ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Et puis cette enquête hors norme par sa nature et son ampleur. Un sondage réalisé sur 18 mois. La question, comment sont perçues les communautés juives et musulmanes en France? Et le résultat est édifiant. Un tiers des Français considèrent par exemple qu'une situation raciste peut se justifier. À vos marques prêts, partez, coup d'envoi des primaires à l'élection présidentielle américaine dans moins de 24 heures. La frénésie électorale a gagné l'Iowa, premier État à se prononcer. Et les outsiders d'un côté comme de l'autre pourraient marquer l'histoire américaine. Enfin, l'Europe toujours à cran face au flot de migrants à Stockholm. Ce week-end, la violence a franchi un nouveau pas. Des dizaines d'hommes masqués et habillés de noir ont convergé vers le centre de la ville pour attaquer des migrants. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, ce nouvel attentat en Israël, un Palestinien a ouvert le feu sur une patrouille militaire il y a quelques instants. Et le bilan est lourd, 3 blessés, dont un dans un état grave. Mathias Inbar, vous avez le détail. Oui, une attaque, bonjour Barbara, qui s'est déroulée sur l'artère principale qui traverse la Cisjordanie dans la région du Binyamin côté israélien, au nord de Jérusalem et à proximité de Ramallah. Alors, 3 blessés, 3 soldats, 2 dans un état grave, puisque le deuxième était jugé moyennement blessé. Il a été revu à la hausse. En tout cas, son bilan est jugé grave désormais. Donc 2 graves et 1 plus légèrement blessé à la partie supérieure de leur corps. Voilà pourquoi on parle de gravité de l'état de santé. Ils ont été transférés vers les hôpitaux les plus proches. Quant aux Palestiniens, il semblerait que ce soit à bord d'une voiture que le terroriste ait tiré sur cette patrouille militaire. Il a été tué par les soldats qui se trouvaient sur place. Est-ce que c'est une tendance qui se confirme, une tendance qui inquiète les autorités israéliennes, à savoir un attentat à l'arme automatique? C'est le principal danger de cette intifada des couteaux, qu'elle se radicalise, c'est-à-dire que les armes prennent le pas sur les couteaux. En effet, Barbara, c'est la principale menace soulevée par le chef d'état-major d'ailleurs la semaine dernière. Vous restez avec nous, Mathias Inbar. On parle à présent de cet autre attentat. C'était hier, cette fois au couteau et en plein cœur de Jérusalem, dans la vieille ville. Plusieurs semaines déjà que la porte de Damas n'avait pas connu une telle attaque. Mais les sirènes ont de nouveau retenti aux abords de la vieille ville de Jérusalem ce samedi après-midi. Au moment où 2 Israéliens reviennent de leur prière au mur occidental, 2 adolescents palestiniens les attaquent. L'un des Israéliens est alors blessé au dos. Les 2 terroristes, eux, prennent immédiatement la fuite. Le blessé s'avère être un nouvel immigrant en provenance des États-Unis, âgé de 17 ans. Cela fait un mois qu'il a posé ses valises en Israël. Ici, photographié de dos avec son pansement, il a déclaré rêver de porter l'uniforme de l'armée israélienne. Quant aux terroristes, l'un d'entre eux, ici filmé par l'une des caméras de surveillance, s'est rendu de lui-même ce samedi soir aux forces de sécurité israéliennes. Il est âgé de 16 ans et demi et viendrait des quartiers palestiniens de Jérusalem. Le deuxième assaillant est toujours en fuite. Voilà, et on vient de le voir, le terroriste, l'un d'entre eux du moins, s'est rendu. C'est un fait assez rare dans cette intifada. Oui, c'est rare, c'est inhabituel parce que Barbara, il se sentait traqué, ce terroriste palestinien, puisqu'il y a plus de 300 caméras de surveillance qui entourent la vieille ville de Jérusalem. C'est le système Mabat 2000 qui a été déjà décrit sur cette antenne. Ce sont des caméras de surveillance qui permettent aux forces de police en temps réel de suivre tous les faits et gestes et les mouvements à l'intérieur de la capitale. Et effectivement, ce terroriste palestinien a préféré plutôt que de voir débarquer finalement dans ces quartiers palestiniens de Jérusalem des dizaines de forces de police et des gardes frontières chez lui. Eh bien, il a préféré se rendre. Pourquoi de nouveau dans cette vieille ville de Jérusalem, principalement dans cette place de la porte de Damas? Eh bien, c'est la promiscuité des lieux et surtout le fait que les 2 populations juives et musulmanes se côtoient dans un tout petit périmètre.
Voilà la violence qui se poursuit en Israël et en Cisjordanie. Merci Mathias pour ces précisions. Et l'actualité en Israël ce week-end, c'est aussi cet appel qui passe mal dans le pays. Laurent Fabius prépare une conférence internationale pour relancer le processus de paix israélo-palestinien. Une initiative accompagnée d'une menace. En cas d'échec, eh bien la France reconnaîtra l'État palestinien. Chloé Demoulin. Cela fait des semaines qu'il prépare le terrain en coulisses. Laurent Fabius a annoncé vendredi que la France prévoyait une conférence internationale afin de relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Pour le chef de la diplomatie française, il faut absolument faire aboutir la solution à 2 États et de prévenir, en cas d'échec, la France prendra ses responsabilités et reconnaîtra l'État palestinien. Côté palestinien, justement, la nouvelle a été saluée et accueillie à bras ouverts. Côté israélien, en revanche, les tractations s'annoncent d'ores et déjà compliquées. En haut lieu, l'initiative française a immédiatement été rejetée. Motif, menacer de reconnaître l'État palestinien en cas d'échec, reviendrait en fait à inciter les Palestiniens à ne pas négocier. Plus tôt dans la semaine, le Premier ministre israélien avait déjà réagi vivement à des propos tenus par le secrétaire général de l'ONU. Il lui avait reproché d'encourager le terrorisme en dénonçant la colonisation en Cisjordanie. Pour éviter notamment ce type de polémique, la Maison-Blanche, elle, plaide plutôt pour la reprise de négociations bilatérales, pas persuadée que l'organisation d'une conférence internationale sous les feux des médias soit la meilleure solution pour apaiser les 2 parties. Et dès l'annonce de Laurent Fabius, eh bien, les réactions se sont enchaînées côté israélien et côté palestinien. Mais vous allez le voir, le ton n'est pas franchement le même. Laura Duhamel. En Israël et dans les territoires palestiniens, la déclaration a fait mouche. Alors que le processus de paix est au point mort depuis plus d'1 an, l'annonce du chef de la diplomatie française suscite de vives réactions. Car Laurent Fabius a prévenu. Si cette initiative aboutit comme les précédentes à une impasse, la France reconnaîtra un État palestinien. Une potentialité qui a évidemment ravi le chef de l'autorité palestinienne. De son côté, Saeb Erekat, numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine et négociateur en chef avec Israël, a lui aussi salué l'annonce française. Nous saluons les déclarations de M. Fabius. Nous pensons que la guerre contre la terreur doit réussir, mais nous ne pouvons pas assurer cela sans contrepartie, sans la fin d'une occupation israélienne et de l'établissement d'un État palestinien au sein des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. À Gaza, par contre, peu importe l'ouverture de nouvelles négociations, on se prépare déjà à la prochaine guerre avec Israël. Ici, à l'est de la ville de Gaza, les héros des souterrains construisent des tunnels et à l'ouest de Gaza, les héros testent les roquettes tous les jours et tous les matins. Ils se préparent en permanence dans les airs, au sol, en mer et sous terre. Quant à Israël, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a salué avec froideur la déclaration française. Selon un responsable gouvernemental israélien qui a souhaité rester anonyme, cette déclaration mène à une impasse. L'opposition porte également un jugement très sévère sur cette initiative. Quand Israël est bloqué sans projet, le monde fait pression, la France aussi. La seule façon de se libérer de cette pression est de venir avec un projet israélien. Pour l'heure, le contexte est pour le moins morose. Une grande partie de la classe politique israélienne considère qu'il n'existe pas de partenaire viable pour négocier. Quant à Mahmoud Abbas, qui devrait bientôt fêter ses 81 ans, il ne semble pas en mesure d'imposer à son peuple les concessions douloureuses qu'exigerait un tel accord. Bonjour Avi Pazner, merci d'être avec nous. Vous êtes diplomate israélien, vous avez été pendant longtemps porte-parole du gouvernement. Vous connaissez les arcanes de la diplomatie israélienne. Alors première question, est-ce qu'Israël a bien fait de réagir de la sorte, en colère, parce que cette initiative est accompagnée d'une menace? Vous avez parfaitement raison, cette initiative est même ridicule, parce qu'on vous dit venez négocier. Et si vous n'arrivez pas à un accord, alors nous reconnaîtrons l'État palestinien. Ça veut dire, on dit aux Palestiniens, venez négocier, ne négociez pas, on reconnaîtra votre État. Donc, c'est une initiative qui est complètement négative. Mais maintenant, est-ce que la réponse israélienne était intelligente? Est-ce qu'Israël doit toujours dire non, on ne vient pas? Moi, si j'étais conseiller du Premier ministre, comme je l'étais dans le temps, j'aurais dit, il faut dire oui, mais nous avons 18 conditions, ou 14, ou 6, vous comprenez?
Le non systématique va jouer en la défaveur d'Israël. C'est pas bon, du point de vue public. De toute façon, écoutez, je le répète encore une fois, cette conférence n'a aucun droit d'exister, n'a aucune possibilité d'aboutir à quelque chose, sauf à la reconnaissance d'un État palestinien. Mais il faut qu'Israël joue le jeu diplomatique. Il ne faut pas crier non sur tous les toits, ok ? Il ne faut pas s'isoler comme ça. Alors comment mieux contre-attaquer ? Justement, vous parlez de plusieurs conditions, d'une autre proposition. C'est ce qu'a dit Herzog, le chef de l'opposition. Il faut qu'Israël aille de l'avant et propose elle-même sa propre initiative. Pourquoi Netanyahou ne le fait pas ? Bien, écoutez, je ne suis pas le porte-parole de Netanyahou, ok ? Mais je crois que c'est pas seulement Netanyahou. C'est la gauche et la droite sont contre cette initiative parce que tout le monde comprend que c'est pas sérieux. Il nous faut parler premièrement avec les Américains. C'est le plus important parce que Ils n'ont plus très envie de parler avec les Israéliens. Les Israéliens non plus, mais des fois il faut se parler quand même, ok ? Même si on n'a pas très envie, il faut se parler parce que ça va à l'encontre aussi des intérêts américains. Il n'y a aucun intérêt américain à ce que la France prenne en charge des négociations avec les Palestiniens. C'est mauvais pour Israël. C'est mauvais pour Israël. C'est mauvais pour Israël. Mais on peut le contrer. Premièrement, on peut le contrer en France. Je ne sais pas quelle est la position de Valls, qui est assez pro-israélien, de Hollande, qui lui aussi est bien disposé à côté envers Israël. D'autres pays, la Russie par exemple. Est-ce que la Russie est contente de voir la France prendre les rênes comme ça du processus ? Il nous faut parler. Mais il nous faut parler dans un cadre de discussion aussi avec la France. On dit oui, mais venez, on va parler. Ce que vous dites n'est pas comme ça. Alors vous parlez pour finir de Valls et de Hollande, mais pour le moment on n'entend que Laurent Fabius. Est-ce qu'il y a une question aussi d'agenda interne à la France, à savoir Laurent Fabius pourrait quitter bientôt le Quai d'Orsay et ce serait en quelque sorte son cadeau d'adieu, la trace qu'il voudrait laisser ? Le cadeau d'adieu à Israël ? C'est possible. Je crois qu'il s'agit là aussi d'une chose personnelle de Laurent Fabius, qui, comme vous l'avez dit, va quitter pour des raisons personnelles le Quai d'Orsay. Et c'est peut-être son héritage politique, c'est peut-être ce qu'il veut faire. Moi, je me rappelle de Laurent Fabius, très jeune, à 38 ans, Premier ministre, qui est allé se placer devant l'ambassade sud-africaine à Paris dans une protestation d'un homme. Il est resté là-bas une demi-heure. Donc, c'est un monsieur qui a ses idées. C'est très possible que lui, il y croit à cet État palestinien et il veut laisser ça comme héritage. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'être passé nous voir. Petit espionnage entre amis, la suite. Cette fois, ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont suivi d'un peu trop près le système de défense antimissile israélien. Myriam, vous avez le détail. Effectivement, alors un petit espionnage entre amis, comme vous l'avez très bien nommé, et puis un phénomène de mode aussi, peut-être, en ce qui concerne la fréquence de ces révélations d'espionnage. Alors cette fois-ci, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une affaire qui a été révélée par le quotidien israélien Yediot Aharonot et puis le Der Spiegel également, il y a tout juste quelques jours, l'affaire dite anarchiste. C'est le nom de ce dossier. Alors c'est quoi ? C'est apparemment la plus grande fuite de l'histoire en ce qui concerne les services de renseignement israéliens. Ce qui a été espionné, c'est le système de défense antimissile balistique israélien dit Arrow, et plus spécifiquement des missiles balistiques susceptibles d'être envoyés et tracés par les F-15 israéliens. Alors ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont de concert espionné ce système. Comment ? En interceptant des discussions et des messages satellitaires. Alors, par quel biais ? Eh bien, probablement par le biais d'une base secrète qui serait située à Chypre. Alors, deux révélations importantes. D'abord, la première, c'est que c'était une faille importante dans les services de renseignement israéliens, même si on n'est pas surpris d'être espionné. Il vaut mieux, dit-on, être espionné par ses amis que par ses ennemis en Israël. Ce sera donc un coup d'alerte suffisant, peut-être ou pas. Et puis, de l'autre côté, cette base secrète à Chypre, on apprend qu'elle espionne d'autres pays, potentiellement par le biais de ses satellites en tête de liste. La Chine, l'Argentine, l'Italie ou encore l'Allemagne. On attend de nouvelles protestations contre les services de renseignement américains et britanniques qui ne sont plus tellement à la mode après les derniers scandales de la NSA. Voilà pour cette affaire. Merci Myriam Danan. Il est 12h14 à Tel Aviv. C'est le journal sur I24, l'essentiel avec vous, Léonore Veil. Et oui, Barbara, a commencé par cette vague de violence sans répit en Israël et en Cisjordanie. Une fusillade a éclaté ce matin dans la localité de Beit El en Cisjordanie. On parle à cette heure de 3 soldats israéliens blessés, dont 2 grièvement. Le terroriste palestinien lui était abattu. Atmosphère électrique à Genève. À peine arrivé, le Haut Comité des négociations, principal groupe d'opposition syrien, a menacé de se retirer des discussions de paix organisées par l'ONU si le régime de Damas, je cite, persistait à commettre ces crimes.
Et puis à 2 jours du coup d'envoi des primaires démocrates et républicaines dans l'Iowa, premier indicateur précieux pour la campagne d'Hillary Clinton, la victoire ne lui est pourtant pas assurée. Côté républicain, Donald Trump arrive déjà largement en tête dans les sondages sur son principal rival, Ted Cruz. Merci Éléonore, on jette tout de suite un coup d'œil à la météo de ce dimanche. Malgré la pluie, ils ont battu le pavé. Quelques milliers de personnes à Paris, des centaines dans d'autres villes du pays, dans les rues. Hier, cette manifestation contre l'état d'urgence, alors que 3 Français sur 4 restent pourtant largement en faveur de cette mesure exceptionnelle. Julia Galancia. Levez l'état d'urgence! Le message est clair. Les manifestants battent le pavé pour dénoncer le projet de déchéance de nationalité et l'état d'urgence en France. À quelques jours de l'examen par le Parlement d'un projet de loi, la pression monte. L'appel a été lancé par un collectif d'ONG dont la Ligue des droits de l'homme et plusieurs syndicats. Dans la rue, ces Parisiens sont déterminés. C'est pas en changeant un texte, un article de la Constitution qu'on va faire taire les terroristes. Ça n'a aucun rapport. C'est un aveu d'impuissance, un réflexe de quelqu'un qui ne sait plus où il en est. 3000 perquisitions, 400 assignés à résidence pour seulement 4 enquêtes pour terrorisme et dont une seule a été concluante. En fait, en termes d'efficacité, c'est absolument pourri et on aurait pu le faire, on avait les moyens de le faire sans le dispositif état d'urgence, tout ça. Pourtant, 4 Français sur 5 sont favorables à une nouvelle prolongation de 3 mois de l'état d'urgence, selon un sondage IFOP pour Atlantico. Pas de quoi démoraliser ces manifestants. Trempés mais souriants, de la place de la République à celle du Palais Royal, le cortège a rassemblé 5000 personnes selon la police, 20 000 selon les organisateurs. Et derrière une banderole du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, pour qui le dispositif de sécurité fait reculer les libertés collectives. Et non seulement la menace terroriste ne justifie pas l'état d'urgence, mais c'est l'inverse. C'est que précisément comme il y a des terroristes, il faut adapter, il faut que notre démocratie, la réplique, ce soit notre démocratie plus vivante que jamais. 2 militaires en civil et hors service ont été agressés par une vingtaine de personnes en marge de la manifestation. L'enquête doit déterminer s'ils ont été visés en raison de leur qualité de militaires ou s'ils ont pu être pris pour des militants d'extrême droite. Le prochain rassemblement parisien est prévu devant l'Assemblée nationale vendredi 5 février, le jour du début de l'examen du projet de révision constitutionnelle. C'est une première dans la guerre psychologique que mène Daesh contre la France. Un djihadiste blond et francophone apparaît dans une nouvelle vidéo de propagande du groupe État islamique. Pendant près de 8 minutes, on y voit 5 hommes exécutés d'une balle dans la tête, 5 prisonniers en tenue orange, présentés comme des espions. Alors le djihadiste parlant en français, dont les mèches blondes dépassent d'une cagoule, évoque des ennemis de Daesh en pleine débâcle et les prévient de s'attendre à quelque chose qui leur fera oublier, je cite, le 11 septembre et les attentats de Paris. L'affaire Mera n'est pas un attentat, c'est la déclaration polémique du moment. Elle est signée Éric Woerth, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, s'exprimait sur le plateau d'ITélé jeudi soir. On l'écoute. Il y a eu des attentats terroristes. Mohamed Merah, Sarkozy. Oui. Mohamed il y a eu des Merah, attentats. Oui. Il a été arrêté. Il venait de France. Oui, il a tué. Il y a eu des attentats. Il a quand même tué. Il n'y a pas eu d'attentats. Il a tué nos militaires et nos gosses. Il n'y a pas eu d'attentats. Le niveau de sécurité sur Sarkozy n'a jamais été aussi élevé. Mohamed Merah, ça n'a pas existé en mars 2012. Vous me laissez. Évidemment, Mohamed Merah, au moment de la campagne présidentielle, c'est le seul. C'est pas un attentat. C'est un crime. C'est le crime d'un furieux. C'est pas Daesh. C'est pas un réseau international. C'est pas l'islamisme.
Voilà une déclaration qui a provoqué pas mal l'indignation et depuis les réactions s'enchaînent, Cyril. Et même si ça fait 3 jours, 72 heures après le plateau d'ITélé, eh bien la polémique ne désenfle toujours pas et Éric Woerth, l'ancien ministre du budget de Sarkozy, s'attire les foudres évidemment, à commencer par celle des familles des victimes de Mohamed Merah. Évidemment sur son compte Twitter, c'est Albert Chenouf, le père d'un militaire assassiné, qui a dénoncé, je cite, l'absurde stratégie d'Éric Woerth pour tenter de nettoyer le bilan de l'ex-président Sarkozy. Albert Chenouf et sa famille d'ailleurs qui avaient déjà exprimé en décembre dernier leur indignation. C'était après les déclarations de Nicolas Sarkozy au micro d'Europe 1. J'ai été en charge de la sécurité de la France comme ministre de l'Intérieur au président de la République de 2002 à 2012. De 2002 à 2011, il n'y a pas eu un seul attentat en France. Je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais je ne sais pas si j'ai fait une erreur, mais en tout cas pas celle-ci. Voilà, donc pour Sarkozy et pour Woerth, Merah n'a visiblement pas existé. Ça ne plaît pas au CRIF non plus, qui affirme dans un communiqué que l'enquête judiciaire a démontré qu'il s'agissait bien d'attentats terroristes et que les cibles n'avaient pas été choisies par hasard. Volet de bois vert également au sein de l'opposition, on pouvait s'en douter, avec cette réaction de Carole Delga, présidente socialiste de la région Midi-Languedoc, qui a dénoncé l'insulte à la mémoire des 7 victimes et qui a demandé à Éric Woerth, en bonne et due forme, des excuses publiques, des excuses qui d'armes à venir. Éric Woerth ne s'excuse pas pour l'instant. En tout cas, il fait du rétropédalage sur son compte Twitter. Il n'y a pas d'ambiguïté dans mon esprit, écrit-il. L'attentat terroriste commis par Merah est une abomination. Toutes les tentatives d'instrumentalisation et de déformation de mes propos sont abjectes. Woerth qui défend le bilan de Sarkozy, tout comme Manuel Valls l'avait égratigné en prenant les rênes de la place Beauvau en 2012. C'était à l'Assemblée nationale en novembre 2012. On l'écoute. C'est vous. L'échec, c'est vous. La hausse de la délinquance, c'est vous. Les suppressions de postes, de policiers et de gendarmes, c'est vous. Le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous. Le terrorisme dans ce pays, c'est vous. La campagne des présidentielles 2017 a bel et bien commencé. Voilà. Merci Cyril. Et on en vient à présent à cette enquête hors norme par sa nature et son ampleur également. C'est la Fondation du judaïsme français qui l'a commandé à l'Ipsos. Un sondage réalisé sur 18 mois. Son objet, le vivre ensemble. Lise Barenbaum. Oui, c'est donc une enquête qui a été réalisée à partir de juillet 2014, c'est-à-dire avant et après les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et du mois de novembre. Et au programme, on a tous les thèmes sensibles du moment, religion, racisme, antisémitisme, terrorisme. Mais la grande particularité de ce sondage, c'est qu'il donne la parole aux juifs et aux musulmans désignés comme tels, alors que d'habitude la France refuse de découper sa population en catégories ethnico-religieuses. Selon Brice Teinturier, le directeur de l'Institut, pour obtenir les réponses les moins biaisées possibles, il fallait partir de la définition que se donne de lui-même l'interviewé, quels que soient les critères retenus, religieux, culturels ou familiaux. Les résultats sont assez inquiétants. Oui, ils montrent une France très méfiante. Un tiers des Français considèrent qu'une situation raciste peut se justifier. Un juif sur 10 dit avoir été personnellement victime d'une agression physique. Côté musulman, 41% des personnes interrogées disent avoir essuyé personnellement des remarques ou des insultes. Alors Ariel Goldman, le président de la Fondation du judaïsme français, qui a commandé cette étude, dit qu'elle n'est ni accusatrice ni généraliste, elle est juste une mesure des mots qui rongent la société française. Voilà, des mots et des actes aussi, parce que depuis, évidemment, on l'a vu, 2015 a été marqué par une hausse d'actes antisémites et anti-musulmans. Oui, en tout cas, selon les chiffres d'un rapport officiel publié par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, les actes xénophobes ont augmenté de 22% en 2015. Au total, 2032 actes et menaces recensés. C'est la première fois qu'on passe la barre des 2000 actes par an en France. Au niveau des violences antisémites, on reste à un très haut niveau avec 806 actes et menaces recensés. Les actes anti-musulmans, eux, ont triplé, plus 223% pour atteindre la barre des 429. Il ne faut pas oublier que les cimetières et les lieux de culte chrétiens ont aussi été touchés avec 810 atteintes, soit plus 20% par rapport à 2014. Voilà pour cette situation en France. Merci Lise. Ce feuilleton à présent, il se déroule sous nos yeux et en direct. Le cargo Modern Express est toujours à la dérive ce dimanche dans le golfe de Gascogne. Impossible de remorquer cet énorme cargo à cause de la météo et les autorités sont lancées dans une course contre la montre. Il pourrait s'échouer en début de semaine. Gabriel Nolin. Le Modern Express est toujours à la dérive. À une centaine de kilomètres des côtes de la Gironde, le cargo immatriculé au Panama est incliné à 50 degrés depuis mardi. Impossible pour les équipes de secours maritimes françaises de le remorquer. Des bateaux remorqueurs espagnols ont été envoyés, mais la mauvaise météo complique les opérations. Des vents violents et une forte houle ont rendu les tentatives caduques.
Les 22 membres d'équipage ont quant à eux été évacués par hélicoptère après avoir émis un signal de détresse. Les causes du chavirage restent encore à déterminer. Les experts maritimes avancent pour l'instant la thèse d'un désarrimage des cargaisons, c'est-à-dire que les marchandises se seraient décrochées et auraient ainsi déséquilibré le cargo. À son bord, 3600 tonnes de bois, mais surtout 360 tonnes de fioul de propulsion. Un bateau de dépollution a été dépêché en prévision, mais pour l'instant, pas de traces de pénétration de l'eau dans le bâtiment et pas de risque imminent non plus que le cargo atteigne les côtes. La préfecture maritime de l'Atlantique a indiqué vouloir attendre une fenêtre météo pour renouveler la tentative de remorquage. À suivre dans le journal, Christiane Taubira est désormais une femme libre et elle plaît bien aux frondeurs socialistes réunis hier à Paris. Ils se sont prononcés à l'unanimité pour une large primaire citoyenne pour 2017. Et en attendant, vous le voyez sur ces images, l'ex-ministre a été accueilli comme une rockstar à New York. On en parle dans moins de 5 minutes. C'est le journal sur I24. Restez avec nous.